le département organise le concours Les idées inspirées de la Haute-Marne. Soutenez et votez pour votre projet favori sur idées-inspirées.fr et tentez de lui faire gagner le prix du public. Les Hauts-Marnais débordent d'imagination et méritent que tout le monde le sache. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 6 octobre. Voici les titres. Et à la une ce soir, le président du Sénat, Gérard Larcher, était l'invité d'honneur du Congrès des maires de Haute-Marne qui se tenait hier à Nogent. La fête de la science a été célébrée au musée de Saint-Dizier avec une soirée de lecture. La ministre des Armées sur le tarmac à la base aérienne 113 de Saint-Dizier ce vendredi. Nous reviendrons en images sur sa visite. Une comédie de Laurent Ruquier sur les planches des fuseaux. Le public a pu découvrir, pourvu qu'il soit heureux, à la fois drôle et émouvante. Hier se tenait au complexe culturel de Nogent le congrès annuel des maires de Haute-Marne. L'occasion pour les différents maires présents de revenir sur la crise des Gilets jaunes et le grand débat pour évoquer l'avenir des collectivités, le tout sur le regard de Gérard Larcher, l'invité d'honneur, Nicolas Fontaine, Lucas Garcia. Les maires de 426 communes de Haute-Marne étaient invités ce samedi 5 octobre à Nogent pour leur congrès annuel. Invité d'honneur cette année, Gérard Larcher, président du Sénat. Il était là pour leur présenter entre autres l'assouplissement de la loi NOTRe, pour en corriger quelques effets pervers, mais aussi pour leur demander de ne pas baisser les bras dans leurs fonctions. Parmi les grands axes évoqués durant cette matinée, la place des conseillers municipaux dans des intercommunalités de taille importante. La moitié des intercos fonctionnent aujourd'hui bien. Que dans l'autre moitié, il reste une moitié qui, une fois ajustée à un certain nombre de fusions qui ont été à caractère obligatoire et forcé, finiront par marcher sans trop de difficultés. Puis il en reste un quart, dans lequel vous trouvez toutes les catégories, y compris celles qui ont la taille de mes chemises, c'est-à-dire XXL, dans lequel vous avez le sentiment de dépossession des maires. Et je ne vous parle pas des conseillers municipaux qui ne sont pas conseillers communautaires. Ils ont souvent le sentiment de ne servir à rien. Autre thème abordé lors de ce congrès, la désertification médicale. On a l'impression, je suis tout à fait d'accord, que les mesures ne sont pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et surtout, on crée un climat épouvantable parce que les communes deviennent concurrentes, celles qui ont une maison de santé et celles qui n'en ont pas. Quand on en crée une, on sait très bien que ça ne va pas suffire à amener les médecins. Quand on n'en crée pas, nos administrés nous disent « mais qu'est-ce que vous faites ? À côté, il y en a une ». Quand on en crée une, les médecins, les professionnels, comme ça a été évoqué, qui se sont débrouillés par eux-mêmes, qui ont créé leur propre maison, se disent, mais alors, nous, on s'est débrouillés tout seul, et maintenant, ils attendent que tout soit... Voilà. Et surtout, j'insiste bien là-dessus, surtout, c'est à chaque fois à grands coups d'argent public, et sans rien pouvoir exiger en retour. Mon collègue de Biel doit être dans la salle. Nous avons à 8 km d'ici un médecin qui, à 18h, un vendredi soir, a téléphoné à la maison de retraite où il avait une trentaine ou une quarantaine de patients en disant « Demain, je m'en vais ». Mais il s'en allait pas en vacances, hein. Il a déboulonné sa plaque. Les patients qui l'avaient eu encore le matin en étaient bouche bée. Il n'a rien dit à personne. C'est pas possible. C'est pas possible de continuer comme ça. Et les gens ne trouvent plus à se soigner. Enfin, c'est un retour en arrière, mais colossal. Ce congrès s'est organisé sous forme de débat où les élus des différentes communes ont pu faire part de leurs inquiétudes sur des sujets plus ou moins pointus aux différents acteurs sur scène, présidents de département, préfètes, sénateurs et députés. Donc j'aimerais savoir quels sont exactement les assouplissements prévus par ce texte et seront-ils applicables à compter de 2020 ? L'article 1er va prévoir l'instauration de
Conseil des maires, mais qui ne sera pas simplement une réunion d'amicales, mais un lieu où on prépare des décisions, les maires. Le second des sujets va être l'exercice des compétences. Exercice des compétences, et là il y a encore un point de débat avec le gouvernement, puisque le texte qui nous est proposé, engagement et proximité, à 80% est issu du texte que nous avions voté en juin 2018. C'est, première chose, on a, vous le savez, compétences obligatoires, compétences facultatives. Faut-il garder les optionnels? Nous pensons, au Sénat, majoritairement, qu'il faut simplifier, parce qu'on a besoin de simplification, et que donc, hop, optionnels, on les fait disparaître. Troisièmement, il est envisageable de s'organiser par pôle dans les grandes intercommunalités. Et d'ailleurs, que le maire reçoive, pour la partie qui concerne sa commune, autorité sur les services de l'EPCI. Donc, qu'il retrouve une part, j'allais dire, de ses compétences. Sur l'eau et l'assainissement, sur lequel je le dis tendrement aux députés, plutôt à Madame la députée, on aurait dû s'éviter 2 ans d'aller-retour. Oui, elle me dit qu'elle est d'accord, mais vraiment, là, pour des raisons incompréhensibles, on a fait des bêtises. On pourra, de manière plus simple, j'ai pas dit que ce serait très facile, redécouper un EPCI en 2 ou 3, et on pourra, quand les choses ne vont pas bien, que ça ne correspond pas au bassin de vie, quitter un EPCI pour en rejoindre un autre, mais à 2 conditions. C'est que l'EPCI vous laisse partir. Ah oui, c'est le vote des élus, là, c'est pas le préfet. On s'est suffisamment plaint que ça soit le préfet, il faut qu'on prenne nos responsabilités aussi, hein. Et que l'EPCI qui accueille soit d'accord. Un nouveau texte de loi est donc en cours d'élaboration. Il devrait être présenté à la fin de l'année 2020 et marquerait visiblement l'acte 3 de la décentralisation. Vive la Haute-Marne, vive la République et vive la France! Le musée de Saint-Dizier a tenu à organiser un événement pour la fête de la science, organisé à l'échelle du pays depuis bientôt 30 ans. L'occasion pour les visiteurs de découvrir quelques figures locales du monde scientifique et des belles lettres, Émilie du Châtelet, Jean-François Lescuyer et bien d'autres, le tout animé par 4 conférenciers en costume d'époque. Un reportage signé Linda Benaïssa et Lucas Garcia. Tour néo-gothique à l'angle du jardin de Jean-François et des remparts de la ville, on pouvait voir en effet... Les applaudissements ont retenti vendredi soir et sont venus éveiller les tableaux de la salle des Beaux-Arts du musée de Saint-Dizier. Une 40aine de personnes étaient présentes dès 18h à l'occasion de la 28e édition de la Fête de la Science. Cet événement gratuit était organisé par le musée de Saint-Dizier et mis en jeu par l'Association des Amis du Musée et du Patrimoine. Les acteurs ont été conseillés par Madame Pascale Rousselot, chargée de la médiation culturelle. Ce que nous souhaitons, c'est faire le lien aussi avec l'éducation et en particulier avec les jeunes. Alors il nous a semblé peut-être plus intéressant pour eux de nous voir habillés en tenue d'époque. Et puis la science n'est pas réservée à des gens tristes. Et ici, nous avons donc choisi 4 personnages. Sous les regards attentifs des spectateurs, des grandes figures scientifiques, 3 femmes et un homme ont repris vie le temps de cette soirée. Marianne Ing, qui cherchait des fossiles en Angleterre. Émilie du Châtelet, qui a séjourné à Ciré-sur-Blaise, au château, avec Voltaire, et qui s'est passionnée pour la physique, les mathématiques. Première femme à publier quelque chose officiellement. Marie Curie, qui aimait bien faire de la bicyclette, et à cette époque, cela posait problème. Et puis enfin, une figure masculine, Jean-François Lécuyer, qui n'est pas une personne célèbre, contrairement à mes trois autres collègues, une figure plutôt locale, un petit peu méconnue, que nous cherchons aussi à faire connaître et à qui nous devons une partie de la collection ornithologique du musée de Saint-Dizier. Raconter la science par la voix des personnalités qui la font, tel était le but de l'événement. Aussi cette possibilité, avec ce genre de proposition, peut-être de pouvoir brasser un public très différent et pouvoir justement ouvrir la culture au plus grand nombre possible.
Alors prochainement, nous allons donc faire une soirée comptée, notamment avec le thème en lien avec le thème d'Halloween qui se rapproche, donc au musée, donc en partenariat avec le CPUE, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Pays de Soulaine, où là justement on sera en nocturne au musée, et peut-être avec toujours en lien, en découvrant les collections au travers de contes qui seront animés par une conteuse, et donc justement nouvelle façon de voir les collections. Loin de rester sur ses acquis, le musée de Saint-Dizier n'a de cesse d'innover pour se rapprocher de son public. Nous vous le disions en titre, la ministre des Armées, Florence Parly, était en terre bragarde ce vendredi. Et oui Antoine, elle était à Saint-Dizier pour célébrer le 55e anniversaire des forces aériennes stratégiques. La ministre s'est rendue à la BA 113 de Saint-Dizier. Nous étions sur place avec Rémi Morbin. 365 jours par an, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, les femmes et hommes de l'armée de l'air œuvrent pour la protection de la France. C'est ce qu'est venu rappeler Florence Parly, ministre des Armées, en visite à la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Cela fait 55 ans qu'un Mirage 4 a pris pour la première fois l'alerte nucléaire en France. Et depuis ce jour, le 8 octobre 1964, eh bien, les forces aériennes stratégiques ont 24 heures sur 24 assuré l'alerte, c'est-à-dire la permanence de la posture aérienne dans le domaine nucléaire. Nous avons une dissuasion nucléaire et nous avons décidé, le président de la République l'a réaffirmé, que nous allions réinvestir pour le renouvellement de notre dissuasion nucléaire, aussi bien la composante aéroportée, celle que nous avons vue se déployer aujourd'hui même à Saint-Dizier, et puis la composante océanique. Et donc je tenais absolument à être présente pour, au moment où la loi de programmation militaire commence de s'appliquer depuis maintenant le 1er janvier 2019, au moment où nous réinvestissons pour ce renouvellement de la dissuasion nucléaire, eh bien je tenais à marquer de ma présence ce magnifique défilé aérien que nous avons vu il y a quelques minutes. Sur place, la ministre est venue remercier le personnel de la BA 113, place forte stratégique qui est notamment la base d'armement et de départ pour les missions d'intervention immédiate réalisées par l'armée de l'air. En quelques minutes, ces pilotes sont capables d'harnacher leur monture d'acier pour partir en mission à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit à la demande du président de la République. Une visite aussi tournée vers l'avenir. Florence Parly l'a rappelé, l'armée doit toujours s'adapter pour être crédible face aux transformations du contexte stratégique international, mais aussi à l'évolution des menaces et au progrès de défense aérienne et antimissiles. Le contexte stratégique est plein de menaces. Ces menaces, nous les connaissons. Ce sont des menaces dans les environnements classiques, la terre, la mer, l'air. Et puis c'est aussi de nouvelles menaces dans le domaine spatial, dans le domaine cyber. Et cette loi de programmation, elle doit permettre de faire face à l'ensemble de ces menaces. Et donc dans le domaine aérien, nous investissons dans un nouveau très grand projet d'armement qui est le système de combat aérien du futur. Une visite accompagnée d'une démonstration de Rafale qui signe aussi la fin des entraînements qui ne sont pas passés inaperçus aux oreilles des habitants ces derniers jours. Aborder le thème de la découverte de l'homosexualité avec à la fois dérision et bienveillance, voilà le pari réussi de la comédie pourvu qu'il soit heureux. C'était samedi soir au Fuseau. Le public a donc eu la chance d'applaudir la dernière comédie écrite par Laurent Ruquier, Julien Carré, Nicolas Fontaine. C'est dans une salle comble des Fuseaux de Saint-Dizier que les trois comédiens, Francis Huster, Fanny Cotenson et Louis Le Barazé, ont joué la nouvelle comédie de Laurent Ruquier pourvu qu'il soit heureux. Première hypothèse.
Ce vaudeville met en avant la vie d'une famille face à l'homosexualité de leur fils. Si ce sujet est un tabou dans certaines familles, pour d'autres, c'est totalement admis. Mais cette pièce expose la tolérance à ce sujet, mais également la tolérance envers les parents face à l'acceptation de l'orientation sexuelle de leur fils. J'ai eu des doutes à un moment donné, mais comme il est sorti longtemps avec cette jolie fille là, comment elle s'appelait déjà? Julia, oui. Ah, bah dis donc toi, tu t'en souviens bien, hein? Oh, ça va, après toi d'avoir un mari qui remarque les jolies filles. Ça en fera au moins dans la famille. Ouais, c'est ça. Non, il nous en a jamais ramené des filles. C'est pour ça que je me souviens de cette Julia. J'étais fier de lui, et toi, tu le penses, c'était une couverture. Juste ça, une couverture. Ah, écoute, on n'en sait rien, on lui demandera. Peut-être qu'il est bi, tout simplement. Bi. Bon, ouais. Ah, bisexuel. Ouais. Eh ben, ça serait mieux, déjà, on pourrait le recevoir une fois sur deux. Relevant les clichés du monde homosexuel, le public est conquis par l'écriture de ce texte rempli d'humour. Le théâtre de boulevard est un genre apprécié des bragards et il le prouve une fois de plus. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Toute l'actu continue sur Puissance Télévision. Tout de suite, voici la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.